BFM Business, BFM Crypto, le club. Valentin Demey vient de nous rejoindre, journaliste pour Cryptost. Bonjour Valentin. Bonjour Guillaume. Bienvenue. Olivier Boutillier également, dirigeant fondateur de l'agence Marque et Film. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur notre plateau. On va parler des cryptos et des NFT qui émergent aussi de plus en plus dans le cinéma, quand les cryptos et les NFT font leur cinéma. Vous nous expliquerez ça tout à l'heure. Et puis Vincent Gann nous accompagne aussi, analyste technique indépendant. Bonjour Vincent. Bonjour Guillaume, content de vous retrouver. Content aussi de vous retrouver, ça faisait longtemps Vincent, il s'en est passé des choses. Ça faisait trop longtemps mon cher Guillaume. Il s'est passé énormément de choses depuis votre dernière intervention, la chute de FTX, et puis alors chaque jour un maillot qui tombe, enfin peut-être pas chaque jour, mais quand même on en apprend des vertes et des pas mûres régulièrement. Aujourd'hui c'est BlockFi qui se déclare en faillite. Est-ce que vous voyez un impact sur les cours du Bitcoin, de l'Ether et sur leur potentiel technique, Vincent? Alors écoutez, sur la séance non, mais permettez-moi de faire une petite synthèse de tous ces facteurs. Alors, effectivement, le marché est encore complètement englué, il a les deux pieds englués dans les développements de ce que moi j'appelle le signe noir FTX. Et en ce qui concerne l'action des prix, le marché reste sous l'influence. Vous vous en souvenez de ces deux séances de décrochage du 7 et 8 novembre dernier qui ont fait basculer le marché crypto sous ses plus bas annuels et le cours du Bitcoin sous son fameux ancien record historique, les $20 000, etc. Alors, mine de rien, depuis 2 semaines, le marché est déstabilisé. Un événement de type FTX, on parle quand même de la faillite de ce qu'était à l'époque la deuxième plateforme centralisée de crypto, aurait pu créer le dégagement final, la purge, le basculement du marché, le retour, pourquoi pas, sur les en dessous des $10 000. Mais depuis 2 semaines, le marché est stabilisé. Alors, au sein de la communauté des analystes techniques, il y a un prix qui semble faire consensus, une cible technique naturelle, que tout le monde appelle de ses voeux, que tout le monde vise et qui est peut-être trop évidente, qui est la zone des 11 000, 12 000 $. Je ne vais pas rentrer dans les détails pour les auditeurs, mais il faut qu'ils puissent imaginer des outils d'analyse technique. Ce qu'ils doivent aussi savoir, ces auditeurs, c'est que cette zone des 11 000, 12 000 $, ça correspond concrètement à la zone de prix où le plus de transactions a eu lieu entre le point bas de la crise sanitaire, à l'époque, c'était 3 000 à 4 000 $. Ça fait rêver comme prix d'entrée sur le cours de Bitcoin. Donc entre ces 3 000 à 4 000 $ et les 70 000 $. Maintenant, cette zone, on n'y va pas. Alors moi, je suis déjà surpris qu'on n'y soit pas allé directement dans le sillage de la faillite d'FTX. Alors pour d'autres, maintenant, la seconde école, la purge finale aurait déjà eu lieu. La purge finale aurait eu lieu avec FTX. Et c'est vrai que lorsqu'on regarde certaines métriques, notamment d'écart à la moyenne, je vais en citer une, mais certaines mesures d'écart à la moyenne sont revenus sur support, comme par exemple le pourcentage de baisse depuis l'ancien record historique, qui est actuellement autour des 76-77%. Il y a une zone support qui est toute proche. Alors, du côté de la participation des volumes, l'hémorragie des retraits vis-à-vis des plateformes centralisées, elle s'est arrêtée. Alors, espérons que c'est davantage qu'un garrot, que derrière, ça ne va pas reprendre. Je me suis aussi tourné du côté de la participation des institutionnels. Il n'y a pas eu de désengagement, par exemple, au niveau des grands ETF Bitcoin, si vous regardez la métrique de l'AUM, l'Asset Under Management. Donc bref, il y a un certain nombre d'éléments qui tendent à penser que la purge finale a déjà eu lieu. Pour certains, il faut aller jusqu'à 10, 11, 12 000 $. Maintenant, le juge de paix, pour savoir, lorsque le creux technique majeur sera fait, en analyse technique, il faut dépasser une résistance. Bon, ça, j'imagine, vous l'avez entendu plein de fois, Guillaume, surtout de ma part. Cette résistance à dépasser pour pouvoir appuyer sur le bouton fin du bear market, ce sont les 19 000, 20 000 $. Et pour l'instant, le marché reste en dessous. Vincent Gann avec nous, trader, analyste technique indépendant. Merci beaucoup Vincent de nous avoir accompagnés. On rappelle qu'il ne faut investir en crypto que l'argent que l'on est prêt à perdre. Oui, on le rappelle à chaque fois parce que ce marché reste extrêmement volatile. Salut Vincent, on vous retrouvera bien sûr très bientôt sur l'antenne de BFM Business, les pros des cryptos également le vendredi auquel vous participez régulièrement. Valentin Demey, à nos côtés, ça rime, pour Cryptost. Valentin, vous êtes prêt? Vous avez attaché votre ceinture? Ça fait quelques semaines que c'est le cas. Oui, c'est le grand splash en ce moment sur le marché crypto. On a eu la chute de FTX, Alameda, dont on parlait encore hier, et Vlati, pas que. BlockFi tombe en faillite à son tour. Se place sous le chapitre 11, chapter 11 pour dire la même prononciation que vous, Guillaume, et vous paraphraser. Et effectivement, c'était malheureusement attendu depuis quelques semaines. Souvenez-vous, quand cette affaire a commencé, parmi les autres structures dont on imaginait assez facilement qu'elles pourraient succomber à leurs blessures, il y avait déjà BlockFi. Pourquoi ? Parce que parmi les investissements
qu'avait fait Sam Bankman-Fried, le ancien CEO de FTX, il y avait cette acquisition d'une grande partie de BlockFi, qui effectivement s'est déclaré en faillite hier, en portant avec lui ou en mettant en difficulté en tout cas 100 000 créanciers et entre 1 et 10 milliards de dollars dans le cadre de toutes les activités qui avaient déjà été énoncées ici. Donc c'est un nouveau domino. BlockFi, c'était une des applications utilisées notamment par des clients lambda et là aussi par des professionnels. Donc il y a une petite subtilité avec l'affaire FTX, c'est que BlockFi a attaqué en justice en même temps que leur dépôt de bilan SBF, notamment pour des accointances entre Robinhood, BlockFi et des prêts collatéralisés en FTT. Il faut savoir que SBF, on n'en a pas trop parlé encore, était actionnaire à hauteur d'un peu moins de 8% de Robinhood, l'application qui permet d'acheter des actions. Donc voilà, pour toutes ces raisons-là, BlockFi monte au créneau, attaque SBF, c'est l'un des nouveaux chapitres qui s'ouvrent, mais en tout cas, effectivement, BlockFi se met en faillite, se met sous la protection du chapitre 11, mais ça faisait déjà 2 semaines que les retraits étaient impossibles sur la plateforme. Et donc le fait que BlockFi, à son tour, se place sous Chapter 11, c'est un domino important qui est en train de tomber et qui en entraînera du coup encore beaucoup d'autres ? Alors je ne sais pas si celui-ci va en entraîner beaucoup d'autres à lui seul. Il y avait plutôt Genesis qui faisait peur à l'écosystème parce qu'on rappelle, c'était le GBTC, c'était un fournisseur important de prêts et de services auprès d'autres entreprises crypto. Cette entreprise-là est importante pour l'écosystème. BlockFi, il est aussi, je ne sais pas si c'est ce domino qui va en entraîner d'autres ou si c'est la suite de FTX directement, mais là, parmi la nébuleuse FTX, BlockFi était important et effectivement risque de pénaliser certains autres. Ils ont quand même la portance de dire qu'ils retrouveront une partie des prêts qui ont été perdus et de l'argent qui est en difficulté aujourd'hui, donc peut-être que ça se soldera plus facilement que FTX. À suivre. Pendant ce temps, dans le monde, certains souhaitent la fin du système financier actuel. Certains ont besoin d'enjamber ce système pour des besoins personnels ou politiques, vantant ainsi les mérites, les qualités de la blockchain. Il y a des esprits libertariens, bien intentionnés, mais il y a aussi quelques anti-libertariens, au premier rang desquels Vladimir Poutine. Alors, il n'est pas libertarien pour un sou, Vladimir Poutine. Ça ne l'empêche pas de se découvrir une passion pour la blockchain et la décentralisation. Oui, pour le président russe, l'avenir passera par un système de paiement international basé sur la blockchain, Valentin. On avait déjà vu Vladimir Poutine évoluer sur sa position au sujet des crypto-monnaies. Il a été pendant longtemps contre. Un petit peu avant l'invasion de l'Ukraine, il a commencé à changer sa position, vantant les mérites du minage et créant un petit peu les dispositifs nécessaires pour l'accueil des mineurs dans son pays, notamment des avantages financiers et de l'électricité peu chère. Et maintenant, effectivement, il se positionne carrément sur une blockchain ou en tout cas un système financier décentralisé qui serait incarné par les monnaies numériques de banque centrale et qui ne laisserait pas, je cite, quelques pays diriger le monde entier sur les infrastructures. C'est magnifique cette ode à la décentralisation, à la transparence, c'est beau. Effectivement, c'est surprenant et ça s'incarne forcément dans le cadre des sanctions financières que lui impose le reste du monde. Et c'est tout intéressant pour lui de pouvoir prôner aujourd'hui ces choses-là. Il dit effectivement la technologie des monnaies numériques et des blockchains peut être utilisée pour créer un nouveau système de règlements internationaux qui sera beaucoup plus pratique, absolument sûr pour ses utilisateurs et surtout qui ne dépendra pas des banques centrales ou de l'ingérence de pays tiers. Donc effectivement, il pousse dans cette direction. Donc, il faut savoir, même si c'est le pays pour lequel on connaît le moins les projets des fameuses monnaies numériques de banque centrale, qu'ils y travaillent. Ils y travaillent fortement. L'Europe aussi. L'euro numérique, c'est pour 2027. Le yuan chinois digitalisé, c'est aussi dans les rails depuis quelques semaines. Côté US, ça travaille beaucoup à ce sujet. C'était effectivement la Russie qui était un peu en dehors de nos visions sur ce sujet. On en sait désormais un peu plus. Mais lui, Vladimir Poutine, veut effectivement, avec la Douma, accélérer tout ça à son avantage pour passer outre les sanctions économiques du moment. Vladimir Poutine, en grand libérateur de l'humanité, peut-être pense-t-il aussi à Twitter. En tout cas, il y a beaucoup de spéculations toujours sur le fait de payer en crypto via Twitter. Et la question c'est, quelle crypto Twitter intégrera-t-il dans son système de paiement ? Les spéculateurs parient sur le Doge comme future monnaie d'échange sur Twitter ? C'est un pari risqué pour ceux qui le prennent, mais qui pourra peut-être s'avérer très gagnant s'il est remporté. Il faut savoir qu'effectivement, Twitter, depuis que Musk a mis la main dessus il y a quelques semaines pour 44 milliards de dollars, quelques mois déjà maintenant, eh bien, il y a cette volonté à se diriger de plus en plus vers le Web3. On l'a commenté sur ce plateau, ça fait quelques temps qu'on a des petits leaks, des petits indices qui montrent que Twitter se dirige vraiment vers
le web décentralisé. Il travaille sur un wallet. On a vu il y a quelques semaines Elon Musk qui voulait réintégrer les pay $8, $8 now pour... Quel accent, Valentin. Yes, thank you, Guillaume. Vous pouvez répéter? Yeah, you must pay $8. Pour pouvoir continuer d'échanger sur Twitter avec lui, c'était sa fameuse réplique. Et désormais, il laisse paraître de plus en plus d'indices sur la somme à régler qui ne sera pas forcément en dollars. Parce qu'il y a eu des échanges avec les plateformes comme l'App Store ou le Play Store qui prennent un tiers des revenus. Il n'en veut pas de cette verticalité de prendre 30% instantanément. Donc forcément, l'une des possibilités, c'est d'avoir son propre wallet. Ils y travaillent, et une crypto-monnaie. On sait depuis quelque temps qu'il est fan du Doge, le Dogecoin, ce même coin qui n'a zéro utilité, mais que lui affectionne particulièrement. Et effectivement, il pourrait servir pour les micro-paiements, que ce soit pour son abonnement de $8 et le Twitter Blue, ou que ce soit pour soutenir des personnes que vous aimez sur Twitter en micro-paiement. Ça se dirige vers là, et pour vous dire, Guillaume, ça fait vraiment une semaine que les aficionados des réseaux décentralisés comme Lens Protocol, qui est un des réseaux sociaux décentralisés développés sur la blockchain, eh bien Twitter commence vraiment à faire sa petite place parmi les aficionados de ces réseaux sociaux décentralisés, et ça a l'air d'être l'un des projets qui intéresse le plus l'écosystème. Donc le pari est fait. Twitter sera dans le Web3 d'ici quelques mois, et le Doge sera peut-être la monnaie référence. Pourtant, il était contre. Hein. Et pourtant, avant, il n'était pas particulièrement fan, effectivement. Ouais. Beaucoup de gens changent en ce moment. Je vois qu'Olivier Boutillier est intéressé par le Dogecoin. Il n'y a pas d'actif derrière. On se dit c'est du vent. Si, l'actif, c'est le marketing. Voilà. Le marketing est un actif. C'est peut-être pas une infrastructure, le marketing, mais c'est un actif. C'est une pour le coup, porte des valeurs. Sur le Dogecoin, effectivement, ça ne sera que ça. Parce qu'il n'y a pas d'utilité, à part celle que pourrait lui donner Twitter aujourd'hui. C'est vraiment ce qu'on appelle un meme coin. Donc, c'est quelqu'un qui l'a créé avec une petite image de chien pour s'amuser, avec zéro utilité mais et zéro valeur. Pardon ? Ça va lui donner de la valeur tout de même. Voilà, c'est les usages. Donc il faut en acheter. Et Olivier Boutillier, vous parlez d'or, vous êtes dirigeant fondateur de l'agence Marque et Film, mettre en avant des marques, vous savez faire, on est dans les sphères périphériques du marketing. Votre boulot, c'est justement de placer les marques dans les films, et on va parler ensemble justement de la façon dont vous placez de plus en plus dans les films, au cinéma, les thématiques crypto et NFT. D'abord juste, vous n'êtes pas n'importe qui, 27 ans d'existence, c'est ça, Marque et Film ? 27 ans d'existence, donc des milliers de films, de séries, d'unitaires, des films aussi mythiques que Taxi, La Haine, Amélie Poulain, La Vérité si je mens, dernièrement Mascarade, Novembre, donc... Je vais l'éteindre parce qu'il fait des bêtises. Votre téléphone. Et vous faites quoi dans ces films ? À quoi vous servez pour ces films ? Alors, c'est-à-dire que nous recevons les scénarios, nous les lisons, nous les dépouillons, nous regardons qu'est-ce qui a de l'importance pour la mise en scène, pour l'histoire, pour la compréhension et pour le spectateur. Nous proposons à la mise en scène ce qui est important à l'image. La mise en scène accepte ou n'accepte pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le maître absolu d'un film, c'est le metteur en scène. Moi, je ne fais que proposer. Proposer de placer des marques. Lui, il dispose. Aujourd'hui, les marques, elles sont présentes partout. Donc, si pour le metteur en scène, dans une séquence ou dans l'histoire, la présence d'une marque associée à un personnage construit ce personnage, donne de l'information au spectateur, c'est important. Dans ce cas-là, on a le feu vert. Je propose, mais encore une fois, il dispose. Il fait ou il ne fait pas. Ce n'est pas une question d'argent. Vous proposez du placement de marque donc, dans les films, tentez si bien... Enfin, si... On va jusqu'au bout. Si le metteur en scène si, peut refuser. Voilà, c'est ça. Si et seulement si le metteur en scène est d'accord. J'insiste bien pour dire que le metteur en scène, quel qu'il soit, son objectif à lui, c'est de faire un film réussi. Donc, Et la marque sera d'autant plus contente d'y avoir été placée si le film est effectivement réussi. Oui, mais l'objectif, c'est de faire un film réussi, et pas de faire un film dans lequel il y a une marque qui est bien placée. En revanche, si dans l'histoire, l'importance, la présence de la marque donne une indication au spectateur, il peut le faire. Alors, vous avez remporté le Grand Prix stratégie de la publicité des médias en 2022. Oui, pour la série Emily in Paris. Voilà. Emily in Paris, c'est une jeune fille qui travaille dans une agence de communication, donc du luxe, des marques. On casse toute crédibilité si on invente des marques. Donc là, la production a besoin de vraies marques. Et donc on est allé chercher plusieurs marques, dont une marque de joaillerie qui collait parfaitement avec l'histoire. Et dans l'histoire, cette marque
intervient presque comme un acteur. Et alors là, la communauté crypto qui suit ce rendez-vous du club BFM Crypto se dit pourquoi on nous parle de ça ? Parce que un scénario, c'est le reflet de la vie. Et qu'avec un certain décalage, généralement 1 an, 2 ans, on retrouve les codes de la vie arrivés dans les scénarios. Et aujourd'hui, on commence à voir certains scénarios dans lesquels on parle de crypto, on parle de NFT. Le monde de la production est un petit peu en apprentissage. Et parfois, la scénarisation des cryptos ne correspond pas non plus à la réalité de la vie. Aujourd'hui, nous, quand on lit, on est aussi là pour informer. Donc, il y a 2 ans, 1 an, 2 ans, les cryptos, elles étaient associées à un acte plutôt de transaction pas forcément clair. Alors qu'aujourd'hui, c'est le contraire. Un échange de crypto avec la blockchain, c'est une transparence et une traçabilité totale. Donc nous, on est là pour informer aujourd'hui la mise en scène en disant ça n'est pas possible. Et dernièrement... En disant ça n'est pas possible, qu'est-ce qui n'est pas possible ? Ça n'est pas possible qu'il n'y ait pas de traçabilité avec la crypto. Donc du coup, il faut changer la mise en scène, mais là, c'est pas crédible. On est là aussi pour informer. Et là, dernièrement, nous avons travaillé sur une fiction franco-américaine avec un casting très fort et très lourd, qui était un film d'anticipation, dans lequel, voilà, on a une vie décrite entre Paris et New York, avec une 30aine d'années d'avance. Et on a proposé la présence d'une crypto dans des actes de consommation, dans des actes de vie. Et la réalisatrice a trouvé l'idée absolument fabuleuse. Donc elle a scénarisé et on a mis en place la monnaie ronde et ses NFT dans l'histoire. Donc ça, c'est une première. Tiens, donc Elrond sera présent pour la première fois dans un film. Exactement. Bon, la thématique crypto qui apparaît, la thématique NFT également. Oui, exactement. Oui, les metteurs en scène sont chauds. Enfin, comment est-ce qu'on arrive à mettre en scène la thématique NFT, par exemple, et comment est-ce qu'on arrive à convaincre ? Est-ce que, par exemple, l'âge du metteur en scène, la génération à laquelle il appartient, ça compte ? Est-ce que ça, si le metteur en scène a plus de 50 ans, ça complique les choses pour le convaincre de parler de crypto et de NFT dans son film ? Est-ce que s'il a 25 ans, ça va aider ? Non, mais ça peut influencer. Ouais. Mais aujourd'hui, ce qui est le plus important, c'est simplement le texte, l'histoire. Et donc, un metteur en scène, généralement, se renseigne quels sont les codes et les nouveautés. Et là, en l'occurrence, j'ai un des personnages de cette histoire qui collectionne des NFT. Donc, c'était important de pouvoir mettre ce NFT dans le film. Donc, c'est vraiment une première. Enfin, ceci dit, bon, très bien. C'est logique. On voit que non, mais c'est logique parce que c'est une tendance dans la société. Mais enfin, c'est vrai. Alors souvent, on en parle ici. 10% des Européens ont investi en crypto. C'est le résultat d'une étude de la BCE. Alors, on est là en train de se dire, waouh, 10% ont investi en crypto, magnifique. 90% des gens n'ont donc pas investi. Le film qui va parler de crypto, il va larguer 90% du public potentiel. Oui, mais il correspond à une tendance future qui est écrite dans le texte. Je dis pas que c'est quelque chose que l'on pourrait faire fréquemment dans beaucoup de films. Donc ça dépend de la cible du film aussi ? Non, l'histoire, le scénario. C'est le scénario qui décide. C'est le scénario qui appelle la nécessité de placer une marque ou un produit. Est-ce qu'on peut imaginer que le lien entre crypto et cinéma, NFT et cinéma, aille encore plus loin, à savoir que le financement même du cinéma passe par cet écosystème du Web3 ? Alors, quand on parle de la crypto, on parle de finance. Quand on parle de NFT, on parle généralement de collection, de culture. Le cinéma, c'est un mélange des deux, parce que c'est un monde de la culture et une création qui coûte beaucoup d'argent, donc il faut des financiers. La blockchain, aujourd'hui, propose finalement des financements nouveaux, participatifs, qui vont permettre à l'avenir à certains films de trouver un financement avec une participation de ces financements qui pourront peut-être voter. Donc c'est une nouvelle façon de financer. Encore une fois, tout n'est pas possible. C'est l'avenir des Sofica pour... Alors les Sofica, c'est un financement qui est encore à part, puisqu'il faut payer des impôts pour avoir le droit de défiscaliser avec une Sofica. Alors que avec des acteurs nouveaux comme le Clapcoin, par exemple, où vous pouvez investir 1 euro. C'est une part de négatif, c'est une part du film. Roman Polanski a fait exactement le pendant aux États-Unis. Je crois qu'il a levé beaucoup d'argent. Ça lui permet de financer et d'assurer la survie d'un cinéma indépendant américain qui aujourd'hui est complètement étranglé par les majors. Donc peut-être que le financement avec les NFT et la blockchain permettront
à un cinéma indépendant de trouver finalement son financement et son public. Est-ce que ce qui est en train d'arriver à l'écosystème crypto, néanmoins, avec la chute de FTX, on entend donc aujourd'hui parler aussi du Chapter 11 pour BlockFi, est-ce que donc ce bruit à nouveau plus négatif dans le grand public sur l'écosystème crypto risque de freiner l'adoption de cette thématique dans le cinéma ? Non, je pense pas. Quand Lehman Brothers s'est cassé la figure en 2008, on continue de parler des banques dans les films, donc je pense que c'est tout simplement, voilà, c'est une parenthèse, peut-être malheureuse pour certains, mais je pense que c'est une parenthèse, ça fait partie de la vie. Là, Valentin Demey, Cryptost, il boit du petit lait, là. Là, vous rassurez Valentin, là. Oui, Valentin, on continuera de plus en plus de voir des cryptos et des NFT dans le cinéma, malgré de nous accueillir. Non, mais c'est vrai que malgré l'affaire FTX. Je sais que Amazon a acheté les droits a priori d'une série sur SBF, le CEO de FTX, et Apple se battait pour avoir les droits d'un livre. Ça va au contraire donner un petit peu de grain à moudre, apporter d'une certaine manière, peut-être pas la meilleure, cette histoire aux yeux du grand public, et avec la force de la culture, essayer de dissocier la bêtise d'un homme de la technologie qui est sous-jacente. Bon, et puis pour juste terminer d'illustrer le lien potentiel entre NFT et cinéma, il y a eu un NFT de Pulp Fiction, c'est ça ? Il y en a plein. Aujourd'hui, quand on parlait de financement, oui, les NFT permettent de lever beaucoup d'argent. Soit sur des films qui sont passés, en créant des collections, soit sur des films qui vont sortir, et là on en parlait tout à l'heure avec le Clapcoin ou les équivalents américains. Pulp Fiction, Tarantino a mis en vente en NFT, son scénario original, manuscrit, $1 million. C'est parti. Warner a sorti 1000 NFT pour la sortie de Matrix, des précédents Matrix, avec des visuels non exploités. Idem pour Le Seigneur des Anneaux, sur des lieux très spécifiques du film. Donc aujourd'hui, quand on a des films emblématiques, qu'on fait le tour de la planète ou des conversations, il y aura un nouveau marché créateur de valeur. Et c'est un professionnel qui nous le dit, Olivier Boutillier, dirigeant fondateur de l'agence Marque et Film, 27 ans d'existence, et vous avez accompagné certains des films les plus prestigieux des dernières années. Merci d'être passé nous voir. Merci beaucoup de votre invitation. Avec plaisir. Et donc cette thématique crypto et NFT qui monte aussi en puissance dans le cinéma et dans le placement de marque au cinéma. Valentin Demey fait son cinéma régulièrement à nos côtés. Valentin, demain... Pas aussi bien que vous, Guillaume, mais j'essaierai de mettre la barre plus haute pour demain. C'est dur. Valentin Demey, journaliste pour Cryptost. Bon, peut-être à demain alors. Je l'espère. Bon retour. Merci. Bonne soirée à tous les deux. Dans un instant, la séance du jour jusqu'à la clôture. On vous accompagne bien sûr sur BFM Business en direct. Le CAC 40 est en petite hausse de 0,3%. À tout de suite. BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.